Bonjour à tous. Merci d'être là, présent à Saint-Malo. Ça fait très très plaisir de vous accueillir ici, en particulier dans ce lieu qui m'a vu naître et vivre pendant 20 ans. Ça me fait quelque chose de vous recevoir ici. C'était l'occasion aussi comme ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu beaucoup de voiliers traditionnels dans le port de Saint-Malo, c'est l'occasion aussi de réunir les gens qui s'intéressent à ce patrimoine maritime navigant français et on est ravis d'accueillir l'Observatoire des patrimoines maritimes pour enrichir notre rassemblement et pouvoir apporter de l'eau au moulin à toutes les réflexions qui peuvent se faire. Malheureusement, je ne pourrais pas rester tout l'après-midi parmi vous. J'aurais adoré vraiment participer et écouter. Je crois que je profiterai des prises qui nous permettront de revoir les échanges plus tard. Et puis, je me rattraperai à Douarnenez le vendredi 13. Hein. Ça apporte pas malheur, c'est sûr. Merci Anne, merci beaucoup. Donc, Anne Mettel, présidente des Olgaffer, qui nous accueille pour donc, les 50 ans des Olgaffer France. Voilà, un grand merci. Donc moi je suis Camille Gontier, donc je suis le président des Fêtes Maritimes de Douarnenez et donc l'organisateur aussi, enfin en tout cas le président de l'association qui organise l'Observatoire des patrimoines maritimes. Donc rapidement, cet observatoire, c'est une initiative récente. Hein. On a créé ça il y a 3 ans maintenant, avec cette idée permettre à tous les acteurs du patrimoine, en tout cas au plus grand nombre, de se retrouver autour des questions qui nous sont communes, éventuellement qui nous sont chères. Voilà, avec une ambition, c'était de peut-être justement un peu faciliter les réflexions, les échanges, les bonnes pratiques, mais aussi les difficultés qui peuvent être celles des acteurs du patrimoine, voilà, sous un format relativement simple. Hein. L'idée, c'est vraiment voilà, de pouvoir échanger librement. Voilà, parce que le patrimoine maritime, pas toujours très connu, mais en fait, il est toujours dynamique, il a son histoire. Hein. Voilà, et donc on est aussi en train d'en écrire certainement un petit bout en étant présent aujourd'hui. Voilà, donc l'OPM donc à l'origine est créée à Douarnenez, mais on a voulu venir à Saint-Malo cette année parce que l'idée c'est justement de se déporter, de se déplacer, d'aller à la rencontre de là où sont les acteurs du patrimoine. Il y en a évidemment à Saint-Malo, évidemment il y aura d'autres rendez-vous ailleurs. Voilà, mais aujourd'hui ça nous tenait à cœur d'être présents plus dans cette belle demeure des Corsaires. Voilà, donc pour cet après-midi, on a un format d'abord de conférence, hein, donc qui serait animé par Vincent Guignot. Je te laisserai te présenter tes intervenants. Un grand merci à toi, Vincent. Donc il y aura certainement des temps d'échange à la fin de la conférence. Puis ensuite, vous l'avez certainement vu sur le programme, il y a 2 ateliers. Donc là, l'idée, c'est de travailler plutôt sur des échanges de pratiques avec l'envie que pour les acteurs du patrimoine, une fois qu'on sort de l'atelier, on a peut-être quelques idées qu'on n'avait pas avant. On a enrichi un petit peu son réseau et on va trouver des solutions pour voilà, peut-être améliorer le fonctionnement de l'association, l'usage du bateau. On a besoin voilà, de se retrouver. Donc c'est l'objectif de ces ateliers. Voilà. En tout cas, un très grand merci à tous les participants, à tous nos partenaires, notamment je pense à la région Bretagne qui nous accompagne depuis le début. Enfin, merci Laurence, tu interviens, mais tu représentes aussi la région aujourd'hui. On est aussi soutenu par le Crédit Agricole, hein, qui nous a accompagnés dès le début aussi de cette OPM. Merci à la ville de Saint-Malo qui voilà, aussi nous a fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Donc voilà, un grand merci à toutes et tous et je vous souhaite évidemment une belle après-midi et de très bons échanges. Et je vais te laisser le micro, Vincent. Merci Camille. Alors on en a 2 micros. Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne va pas être une conférence. On est plutôt sur... J'ai interdit les PowerPoint. Comme ça, ça permettra sans doute une plus grande fluidité de parole. On a souhaité commencer... Alors, je m'appelle Vincent Guignot, je suis conservateur en chef du patrimoine. Et je suis à la direction des affaires maritimes, direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, donc la DGAMPA. J'y étais il y a quelques années pour m'occuper des phares. Et puis là, maintenant, je suis revenu et on s'occupe toujours des phares. Mais on essaye aussi de mettre en œuvre, peut-être que Julien en parlera, un des axes de la stratégie nationale mer et littoral, parce que vous savez qu'on a une stratégie nationale mer et littoral, dont l'un des axes est la valorisation du patrimoine naturel et culturel des côtes de France. Donc c'est dans cette perspective-là qu'avec un certain nombre de camarades,
nous essayons d'animer l'action, la réflexion des services de l'État sur ce thème du patrimoine maritime, sachant que le patrimoine maritime, c'est une coproduction, si on se place du point de vue de l'État, d'au moins 3 acteurs, c'est-à-dire évidemment quand on parle de culture, patrimoine, le ministère de la Culture, ici représenté par Suzanne Le Mardelet, avec qui j'ai eu le plaisir d'être à l'école il y a 10 ans. On était à l'école ensemble à l'Institut national du patrimoine. Donc Suzanne est maintenant à la conservation régionale des monuments historiques de Bretagne, donc à Rennes. Donc la culture, le ministère en charge de la mer. Alors parfois il y en a un, parfois il n'y en a pas. Enfin, ça, voilà. Mais il y a toujours une direction générale. Nous on tient bon. Et donc donc ce ministère. Alors on verra comment il intervient sur ces sujets. On voit bien que l'administration de la mer s'occupe de sécurité, de fiscalité, mais pas que. Donc c'est Julien Fernandez qui est le chef de la mission Nautisme Plaisance qui va nous parler du point de vue donc, de cette administration. Alors je dis 3, mais c'est plus que 3. Il y a un absent, c'est le ministère des Armées qui est aussi un très très gros contributeur. Hein. C'est eux qui ont le plus de levier en matière de patrimoine maritime, puisqu'ils ont un musée national, ils ont des bateaux, hein, l'Étoile, la Belle Poule, le Forbin, ils ont des archives, ils ont voilà, des monuments. Et puis il y a alors, un autre acteur qui sont toutes ces associations, donc je pense qu'il y en a, vous êtes nombreux à en faire partie dans cette assemblée. Et parmi ces associations, certaines ont une vocation nationale, et c'est le cas de l'association pour le patrimoine maritime et fluvial présidé par Gérard Daboville. Donc il n'y a pas de patrimoine sans les assos. Donc voilà les 3. Donc on n'aura pas le point de vue du musée de la Marine ou de la Défense aujourd'hui, mais on a au moins 3 angles d'entrée pour entamer la conversation sur une question qui a l'air simple mais qui ne l'est pas tant que ça, sur qu'est-ce qu'un bateau traditionnel. Donc on a souhaité avoir cette conversation en amorce des journées de cette journée et puis de celle qui aura lieu à Douarnenez dans une semaine. Alors le format qu'on vous propose, c'est que chacun des 3 participants va on avait dit une dizaine de minutes chacun, nous dire comment lui appréhende ou définit un bateau traditionnel, un bateau du patrimoine. Après, on aura une conversation sur quelques petits thèmes que j'ai identifiés qui permettent peut-être de faire un peu de lien. Et puis, on vous donnera assez largement la parole. Donc, c'est l'idée de faire 30 minutes d'introduction, une trentaine de minutes de discussion, et puis après, une trentaine de minutes d'échange avec vous, ou plus, si jamais on est à court d'idées, mais je pense qu'on en aura. Voilà, donc je cède tout de suite la parole à Suzanne pour nous présenter ce qu'elle entend par bateau du patrimoine en tant que conservatrice OMH, au monument historique, à Rennes. Bonjour à tous, donc oui, Suzanne Le Mardelet, moi je suis conservatrice des monuments historiques, je travaille à la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui ne dépend ni de la région, ni du département, ni d'aucune collectivité territoriale, qui est vraiment l'instance déconcentrée du ministère de la Culture. Donc nous sommes les représentants de l'État, les représentants du ministère de la Culture en région. Je replace ce petit cadre-là parce que chaque interlocuteur, à chaque échelon, intervient en Bretagne pour le patrimoine maritime. Et la fonction de mon service à moi, c'est de s'occuper des bateaux qui sont protégés au titre des monuments historiques. Donc pour replacer un petit peu dans le contexte de l'activité de mon service, les bateaux, finalement, c'est un patrimoine qui est très récent pour le service des monuments historiques, puisque c'est un service qui est né après la Révolution française, c'est après 1789, lorsque l'État s'est saisi de la question du patrimoine de la nation, de ce qu'on voulait transmettre aux générations futures. Il a fondé l'administration des monuments historiques, avec des grands noms que vous connaissez peut-être, dont Prosper Mérimée, Eugène Viollet-le-Duc, voilà, qui ont été à l'origine des premières actions du service. Et évidemment, ces premiers inspecteurs ont repéré avant tout donc, des châteaux, des monuments mégalithiques, des églises, mais également des objets. Dès la fondation du service des monuments historiques, on protège des bâtiments, mais aussi des objets, notamment la tapisserie de Bayeux, qui était le premier objet à être protégé au titre des monuments historiques.
Mais tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, finalement, la question des bateaux ne paraît pas vraiment concerner le ministère de la Culture, en tout cas pas le service des monuments historiques. Et il faut attendre 1980 et cet élargissement du champ patrimonial qui a eu lieu à cette période-là, qui a permis de prendre en compte non seulement les objets qui avaient un intérêt d'art et d'histoire, ça c'est ce que les textes prévoient à l'origine, que l'État est responsable de la conservation des objets qui présentent un intérêt d'art et d'histoire, et d'élargir à cette période-là à des objets qui peuvent également avoir un intérêt pour la science et la technique. Alors les années 80, c'est les années des grands concours, les années du chasse-marée, les années que vous avez sans doute pour beaucoup mieux connues que moi. Et en tout cas, c'est aussi la période des premières protections des bateaux au titre des monuments historiques, puisque les premières protections datent de 1982. Donc voilà, je vous parle d'un service qui existe depuis la Révolution et pour lequel les bateaux sont finalement une collection au sein du corpus qui est extrêmement récente. Pour vous donner une idée, nous avons en Bretagne environ 3000 bâtiments qui sont protégés au titre des monuments historiques, donc beaucoup d'églises, de châteaux, de manoirs, mais également la conserverie, de l'Octudie, voilà, aussi des bâtiments, comme je vous le disais, qui échappent à ce champ un peu plus traditionnel des patrimoines. Et nous avons 20 000 objets qui sont protégés au titre des monuments historiques. Sur ces 20 000 objets, le corpus des bateaux, ça représente moins de 50 items. Donc voilà, on a à peu près entre 45 et 50 bateaux qui sont actuellement en Bretagne et qui sont protégés au titre des monuments historiques. Au sens du Code civil, le bateau, c'est un objet mobilier puisqu'il se déplace. Voilà, il n'est pas fondé dans le sol et donc s'appliquent à lui les mêmes dispositions que pour tout autre objet mobilier, sculpture, tableau, calice, burette, tout autre objet que nous pouvons entretenir au quotidien. La protection au titre des monuments historiques, on parle souvent de classement, mais en fait, elle est double. Elle peut d'abord consister en l'inscription au titre des monuments historiques. Ça, c'est une protection qui est prise au niveau régional, par une commission régionale. Et la loi stipule que l'intérêt doit être suffisant pour en rendre nécessaire la préservation. Si cette commission régionale estime que l'objet présenté est d'un intérêt public, là, l'objet est présenté dans une commission nationale, donc à Paris, au ministère de la Culture, pour être classé. Donc le classement au titre des monuments historiques, c'est vraiment le degré de protection le plus élevé qu'un objet hors collection de musée puisse avoir en France. Je dis hors collection de musée parce que c'est une question qui peut concerner également les bateaux. On ne protège pas au titre des monuments historiques des bateaux qui sont partie de collections de musées de France. Si vous avez suivi récemment l'actualité, nous avons protégé dernièrement plusieurs des Pendwick. Le premier était déjà protégé au titre des monuments historiques. Nous avons protégé les Pendwick suivants, sauf le Pendwick 5, qui lui fait partie des collections du musée de la Marine. Donc sa protection a été jugée suffisante par ce statut d'objet de musée de France, et donc pas le statut de monument historique. Voilà, je pose un peu les bases, mais juste pour définir que la protection au titre des monuments historiques, ce n'est pas du tout comme un label, ce n'est pas du tout quelque chose de réversible ou de très facile à obtenir ou à abandonner. C'est vraiment une servitude d'utilité publique, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi et c'est quelque chose de pérenne, d'inaliénable, d'imprescriptible. C'est vraiment quels sont les objets que nous, nations, nous estimons nécessaires de faire perdurer, de transmettre aux générations futures dans leur plus grande intégrité possible. Et c'est l'une de nos fonctions, c'est de maintenir l'authenticité des objets qui nous sont confiés et pour lesquels nous sommes conservateurs pour un temps donné, avant de les transmettre aux générations futures. Donc je vous le disais, les critères pour qu'un objet, quel qu'il soit protégé, sont des critères d'intérêt d'art et d'histoire, de science ou de technique. Ils peuvent se cumuler entre eux, mais ils peuvent aussi s'exclure, c'est-à-dire que nous allons être attentifs à, avant tout, l'authenticité de l'objet qui nous est présenté. Nous allons être attentifs à sa place dans l'histoire. Est-ce qu'il a été, pour un bateau par exemple, conçu sur un chantier particulièrement important pour l'histoire de France? Est-ce qu'il a été conçu par un architecte qui a compté? Est-ce qu'il est
le dernier d'une série, par exemple, qui aurait compté dans l'histoire de la navigation. Et également certains bateaux, puisque nous ne protégeons pas que des bateaux de plaisance, nous protégeons aussi des bateaux de travail, si c'est un témoignage de métiers qui ont disparu peut-être et dont le bateau est le dernier témoin, ça peut aussi être un critère de protection. En fait, les critères sont assez vastes et peuvent différer évidemment d'un élément à l'autre. On n'appliquera pas la même grille de lecture sur une péniche métallique de la fin du 19e siècle que sur Penduixis qui date de 1973. Les grilles de lecture sont différentes. Mais à chaque fois, cette question, c'est quelle est la place de cet objet dans le patrimoine national ? Donc le corpus, il est assez vaste. On a des bateaux de plaisance, des bateaux de pêche, des péniches, des canots de sauvetage. On a une collection de canoës. Des yawls d'aviron, des bateaux de course, puisque oui, on parle de patrimoine maritime, mais évidemment la collection de bateaux monuments historiques, elle comprend aussi du patrimoine fluvial. Donc également, on sort un peu du thème d'aujourd'hui, mais ce sont quand même des bateaux dont la responsabilité nous incombe. Ce que je voudrais peut-être préciser, même si le critère n'est pas un critère d'art ou d'intérêt d'art ou d'histoire, mais on y est de plus en plus sensible, c'est quand même le projet du propriétaire pour le bateau qui nous est proposé à la protection. Parce que la protection au titre des monuments historiques, elle permet à l'État d'accompagner un propriétaire, de le soutenir dans son projet, mais elle ne se substituera jamais à la propriété. Donc on est toujours co-responsable d'un objet, mais nous, État, ministère de la Culture, sans la volonté, sans les moyens du propriétaire qui possède l'objet, on ne peut pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose qui est important de mentionner parce que on peut soutenir les gens. La protection au titre des monuments historiques, elle ouvre le droit, non, elle ouvre la possibilité à faire la demande d'une subvention auprès du ministère de la Culture. Ces subventions en Bretagne, elles sont assez importantes. Elles peuvent aller jusqu'à 40% du montant des travaux de restauration sur un bateau. C'est donc une possibilité, mais pas un droit. Mais voilà, quand on finance une restauration de bateau à 40%, il reste toujours 60% à trouver quelque part. Et l'État ne peut pas tout prendre en charge. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à avoir en tête. La responsabilité du propriétaire reste toujours la sienne. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire en présentation. En préambule. On pourra en discuter plus tard. Oui, quand je citais les acteurs, évidemment, je parlais des acteurs État, mais évidemment, vous le savez parfaitement ici, les collectivités, la région, les communes sont évidemment très impliquées. Juste une petite précision, parce que tu as cité que le chiffre de 45 à 50 bateaux, donc plutôt classés ou inscrits en Bretagne. Les deux, classés et inscrits. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner le chiffre au niveau national, qu'on se représente un peu ? Au niveau national, je crois qu'on est un petit peu en dessous des 200 bateaux protégés pour l'instant, classés et inscrits. Alors moi j'avais 200 classés et 100 inscrits. Ah, moi j'avais 200 en tout. Ça c'est selon la police ou les manifestants. Oui. Voilà, donc 50 sur c'est quand même un chiffre relativement important. Donc merci Suzanne. Est-ce que Gérard, vous pouvez nous parler vous de votre action avec alors Suzanne a dit un classement c'est pas un label. Et vous donnez un label, donc je pense que certains connaissent, les bateaux d'intérêt patrimoniaux, les BIP. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ce label, de son histoire, de son activité ? Oui, merci. Alors vous allez peut-être penser quand je vais vous parler, mais alors un label, les bateaux classés, pourquoi deux entités qui agissent sur des critères qui sont souvent un peu les mêmes ? Eh bien, imaginez un petit peu ce que fait la Fondation du patrimoine, qui s'occupe notamment du patrimoine non protégé par l'État. Nous, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on agit pour des bateaux qui ne sont pas des bateaux classés ou inscrits monuments historiques. Et je vous dis, c'est un petit peu le même genre d'action par rapport au classement monuments historiques. Alors, le label BIP, bateau d'intérêt patrimonial, ça dit bien ce que ça veut dire. L'intérêt patrimonial, on le définit sur trois critères. Pardon, je tourne le dos à la moitié de l'assistance, mais bon. Donc, ces bateaux doivent présenter un certain nombre d'intérêts, soit le témoignage humain,
soit le témoignage conceptuel, soit le témoignage événementiel. Alors, témoignage humain, je vous donne des exemples, c'est plus facile. Prenons par exemple Josua. Josua, qui est un bateau qui, en lui-même, n'est pas un bateau extraordinaire, mais témoignage humain. C'est Moi Tessier, c'est cette Odyssée extraordinaire, c'est le livre La Longue Route, donc c'est un bateau qui représente quelque chose de fantastique. Témoignage conceptuel, je pense à un dossier qu'on a reçu, je me tourne vers Pascal. Pascal, c'est elle qui fait tourner notre association, qui est sa déléguée générale et qui reçoit les dossiers de demande de labellisation. On a reçu un dossier pour l'hydroptère. Bon, l'hydroptère, c'est vraiment au niveau conceptuel quelque chose de très particulier et de tout à fait intéressant. Il va être présenté à la prochaine commission de labellisation. Et puis le témoignage événementiel, alors là c'est plus large. Ça peut être par exemple un bateau de plaisance qui aurait un palmarès extraordinaire, qui aurait gagné des courses, ou ça peut être un bateau de travail qui, à lui tout seul, permet de se souvenir de métiers qui ont disparu. Je pense, là, pour en prendre un grand, au Marité, c'est témoignage événementiel, c'est fantastique, c'est la plus grande épopée maritime de tous les temps, c'est 450 ans de pêche à Terre-Neuve, voilà, et il n'en reste qu'un, c'est le Marité, qui d'ailleurs en ce moment est en travaux parce qu'il a quelques soucis de champignons, on va dire. Voilà, donc 3 types de critères. Comment est-ce que alors le label existe depuis, c'est quoi Pascal, 17 ans 16 ans? C'est la 18e, oui. Bon, donc on va arriver dans la 18e année, il y a une commission chaque année, et on en est à 1754, 64 bateaux qui sont labellisés bateaux d'intérêt patrimonial. Comment est-ce que ça se passe? Chacun remplit, enfin chaque prétendant au label va remplir un dossier sur Internet, très complet, avec des photos du bateau, avec l'historique, avec le critère témoignage humain, etc., qui va lui permettre de prétendre au label, la construction de son bateau, l'historique, et ainsi de suite. Ce dossier va être envoyé à notre association, va être étudié, on va demander des précisions, etc. Et puis, il y a une commission, une fois par an, qui se réunit. Alors, les membres de la commission, je vais vous en parler, parlons-en tout de suite. Il y a d'abord 5 personnalités qualifiées, et puis il y a des représentants d'un certain nombre d'organismes, d'un certain nombre de ministères aussi. Il y a le ministère, évidemment, de la Culture. Il y a le ministère en charge des Affaires maritimes, c'est-à-dire le ministère des Transports, etc. Il y avait le ministère des Finances, mais il n'y a plus, puisque je crois que maintenant, c'est vous qui regroupez tout ça, et d'ailleurs, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça, je peux le dire. Il y a l'association des élus du littoral, il y a le conservatoire du littoral, il y a VNF pour les bateaux fluviaux, il y a la Fondation du patrimoine, bien sûr, l'ANEL, oui, les élus du littoral, et il y a donc 5 personnalités qualifiées. Les personnalités qualifiées vont recevoir les dossiers par Internet un mois avant la commission, vont travailler. Alors, personnalités qualifiées, ce sont charpentiers navals, style Yann Maufray, chantier du GIP, architectes comme François Vivier, des gens qui connaissent bien la question. Et puis, vont recevoir les dossiers à l'avance, vont les étudier, vont se faire une opinion, vont demander des renseignements. Pascal va se renseigner auprès des propriétaires. Et le jour de la commission, au matin de la commission, les personnalités qualifiées vont se réunir et vont passer en revue tous les bateaux. Alors, il y a ceux, quand tous les 5 ont dit oui, on sait que ce bateau va être vraisemblablement accepté. Quand tous les 5 ont dit non, on sait qu'il va être refusé. Et puis, dans beaucoup de cas, il suffit qu'il y en ait un qui ait dit oui quand les autres ont dit non, pour que là, on se penche sur le problème beaucoup plus. Ça, c'est le matin. L'après-midi se réunit la commission proprement dite. Et là, quand les personnalités qualifiées se sont trouvées pas d'accord, à une voix près,
Le bateau est présenté, photos, etc., discussion. Il y a une des personnalités qualifiées qui va faire, on va dire, l'avocat de la défense. Il y en a un autre qui va faire le procureur et l'ensemble de la commission va voter. Ce qui fait que le soir même, les bateaux vont être... la décision va être prise. En gros, chaque année, on va étudier 150, 180 dossiers et on va retenir 100, 120 bateaux. Quel va être l'intérêt pour le propriétaire? Alors, le propriétaire, d'abord, va être exempté de l'ancien droit de francisation, DAFN, qui s'appelle maintenant TAEMUP, un nom tout à fait charmant, qui est la taxe de francisation. Et là, sur ce plan, je voudrais dire que c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a les 2/3 des bateaux qui, pour une raison ou pour une autre, soit la taille, soit la faible puissance du moteur, ne sont pas soumis à cette taxe, mais vont quand même demander le label, ce qui montre bien que le label, pour les propriétaires, c'est plus que simplement, pour certains d'entre eux, une exonération fiscale, mais c'est vraiment la reconnaissance de l'intérêt patrimonial de leur bateau. Et puis, ça va leur apporter, parce qu'on ne se contente pas d'attribuer le label, on fait aussi la promotion des bateaux labellisés, ça va leur apporter ce que j'appelle un certain nombre d'avantages collatéraux. Le premier qui me semble le plus important, on milite beaucoup pour le regroupement de ces bateaux dans les ports. Vous savez que s'ils sont disséminés, on ne les voit pas. Quand ils sont regroupés, on ne voit plus qu'eux. Et pour les ports, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça donne une belle image de leur port. Je pense au premier port sans doute qui a fait ça, c'est Sanary, qui a regroupé sur le quai d'honneur tous les bateaux du patrimoine. Et véritablement, ça attire énormément de monde. Je pense aussi à Arcachon, où les pinasses étaient disséminées, on ne les voyait pas, ils les ont regroupées. Et maintenant, alors que pourtant rien ne ressemble plus à une pinasse qu'une autre pinasse, à part la différence de couleur, mais ça attire énormément de visiteurs. Donc il y a le regroupement. Il y a un certain nombre d'autres avantages. Il y a la possibilité d'ouvrir des souscriptions pour la restauration du bateau via la Fondation du patrimoine, souscriptions qui sont défiscalisantes à 66% pour les particuliers. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et là, on agit un petit peu comme conseil, comme expert pour la Fondation du patrimoine. C'est-à-dire qu'ils disent, on peut ouvrir des souscriptions pour un bateau à condition qu'il soit BIP. Il y a un certain nombre aides régionales. La région Bretagne fait beaucoup d'ailleurs pour les bateaux du patrimoine. Il y a tarif d'abonnement préférentiel aux chasse-marées. Il y a l'assurance. Je me tourne vers notre assureur, AXA NSA, qui a mis au point, enfin avec qui nous avons mis au point un contrat particulier d'assurance pour les bateaux traditionnels, un petit peu à l'instar de ce qui se fait pour les véhicules de collection avec la Fédération française des véhicules d'époque. Et puis il y a, bon j'oublie peut-être un certain nombre de choses, il y a le site internet, parce que quand les gens ont rempli leur dossier qui est très complet, quand les bateaux sont labellisés, le soir même, on enlève tous les renseignements personnels de leurs fiches et on met leur bateau sur notre site internet. Alors, vous faites patrimoine maritime et fluvial, bateau d'intérêt patrimonial, et là, vous avez des fiches très complètes de tous les bateaux qui sont labellisés, avec des photos, etc. Voilà, bah, je crois que je vous ai à peu près dit l'essentiel. Bien, merci Gérard. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on traçait deux courbes, parce que moi j'aime bien les chiffres et tout ça, si on traçait deux courbes, une commencerait en 1982 avec les premiers bateaux MH et arriverait à 300, 250 aujourd'hui, et vous êtes parti il y a beaucoup moins longtemps, puisque les MH ça fait donc plus de 40 ans, et vous avez largement dépassé ce chiffre, puisque vous dites 1764, et un rythme de plus 100 à 120. C'est beaucoup plus léger. Oui. C'est pas un concours. Hein. Non, c'est pas. Non, mais c'est. Alors voilà, on a peut-être l'occasion d'en reparler parce qu'il y a évidemment plein de passerelles entre le label d'un côté et le classement de l'autre. Non seulement les objets eux-mêmes. Hein, je crois que les bateaux MH sont d'emblée admis au BIP.
Et puis on parlera aussi vous avez cité François Vivier, les personnes qui sont vos experts, en fait, sont aussi souvent, les experts sont peu nombreux dans nos domaines, et là aussi il y a des passerelles, de la porosité entre les systèmes. Oui. Oui, quand même citer, parce qu'évidemment, je vous ai parlé d'une administration qui est historiquement quand même liée aux Beaux-Arts. Donc pour nous épauler dans cette mission des analyses, des dossiers des bateaux et des choix à faire, on s'appuie évidemment sur les avis d'experts que le ministère nous délègue. Et donc en Bretagne, on a Monsieur Célestin Delaporte pour les coques métalliques et Monsieur Paul Bonnel, un ancien du chantier du GIP, pour les coques en bois. Voilà, donc, qui viennent assister les conservateurs plus traditionnellement formés à d'autres objets. Donc Célestin qui est malouin d'ailleurs, puisqu'il a travaillé dans les chantiers de Saint-Malo. Alors on va maintenant écouter notre... Ah Gérard, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste un petit mot, par exemple, pour vous donner un exemple de bateaux qui ne pourraient pas être monuments historiques, mais qui ont forcément un intérêt patrimonial. Je pense à la Bisquine, la Cancalaise qui est là. C'est une réplique. Mais c'est une réplique qui a été faite, bon, je ne vais pas vous décrire la charte de Barcelone, etc., mais avec les mêmes techniques de construction que ce qu'on avait à l'époque, qui a évidemment un intérêt formidable. Il n'y avait plus de bisquines. Bon, maintenant, il y en a deux, c'est fantastique. Ce sont des bateaux tellement particuliers. Donc, ce n'est pas un monument historique, mais ça a un intérêt patrimonial. Oui, peut-être reparler de la question des répliques. Ce matin, nous, on visitait un chantier où on construit une réplique d'une gabarre de la Rance, où on va construire une réplique d'une gabarre de la Rance. Et l'architecte qui a réinventé ce bateau dont on n'a pas de plan, c'est justement François Vivier, qui a été cité tout à l'heure par Gérard. Je vais passer la parole à Julien qui va nous dire comment la mission Nautisme Plaisance, qui est le bras armé de la direction des affaires maritimes. On n'est pas armé. Non, c'est les douaniers peut-être. Comment toi tu appréhendes comment tu places cette question des bateaux traditionnels dans le cadre général de l'action de la DGAMPA en faveur du nautisme et de la plaisance? Merci Vincent. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'est toujours agréable de venir à Saint-Malo. Il se trouve que j'ai un de mes bureaux qui est de l'autre côté, là, côté Solidor à Saint-Malo. J'en parlerai juste après. Donc très content d'être parmi vous. Moi, je représente Julien Fernandez. Je représente la DGAMPA, la Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l'Aquaculture. Donc tu l'as dit Vincent, je suis responsable d'une des composantes de cette grande direction générale qui est la mission en charge du nautisme et de la plaisance. Je vais peut-être faire un petit détour, un petit rappel quand même sur qu'est-ce que c'est que la DGAMPA et puis essentiellement pour dire pourquoi est-ce que je suis là et pourquoi est-ce que on s'intéresse nous aussi, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice sur la préservation et la valorisation du patrimoine, en tout cas en ce qui nous concerne, mission Nautisme et Plaisance, du patrimoine au sens des bateaux ou des navires. Donc un petit rappel sur la Direction Générale des Affaires Maritimes. Alors qui sommes-nous? Donc c'est une administration à la fois très ancienne, on parle de patrimoine, on peut presque dire que c'est une administration des affaires maritimes qui fait partie du patrimoine commun, collectif, et du patrimoine administratif français. Bon, je ne vous fais pas l'historique, mais enfin bon, ça remonte au moins à Colbert. Donc c'est une administration à la fois historique, patrimoniale entre guillemets, mais finalement récente, en tout cas dans sa forme actuelle de direction générale, puisque la Direction Générale Affaires Maritimes, Pêche, Aquaculture a été établie, créée en 2022. Voilà, donc c'était juste avant une administration qui dépendait d'une direction en charge d'infrastructures, de transport et de mer. Elle est depuis l'administration en charge de l'élaboration, de la coordination de l'ensemble des politiques maritimes au niveau national, mais aussi de défendre les positions françaises au niveau européen et mondial. Voilà. Donc, au-delà de l'aspect purement administratif, on va dire que c'est presque une anecdote, mais c'est aussi une façon, la création de cette direction générale, Affaires maritimes, de montrer, de marquer l'importance des sujets maritimes au sein des politiques publiques en général et de l'afficher en tant que tel.
Donc à la fois administration, on va dire, ancienne et traditionnelle, et finalement assez moderne dans sa forme actuelle. Donc les affaires maritimes, ce sont des services centraux, il y a à peu près 300 agents à la direction générale, mais c'est aussi, je dirais presque surtout, près de 3000 agents qui sont répartis sur les territoires, dans les directions départementales en particulier, et pour le coup qui sont vraiment nos leviers sur les territoires. Donc mon service, la mission Nautisme et Plaisance, c'est un des services de la DG AMPA. Alors on a deux implantations, deux métiers ou deux typologies d'action ou de mission. À Paris, à la Défense, on s'occupe, une partie de l'équipe qui s'occupe d'immatriculation de bateaux, du cadre réglementaire sur les bateaux de plaisance. On a une épine dorsale, si je puis dire, une préoccupation centrale dans nos missions, c'est de faire en sorte que la sécurité soit assurée. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est une épine dorsale aux affaires maritimes en général, mais en particulier, et évidemment aussi, au sein de la mission Nautisme et Plaisance. Donc, de façon extrêmement synthétique et simpliste, c'est de s'assurer que les bateaux de plaisance, les embarcations de plaisance qui sont mises sur le marché chez nous, en France, qui sont utilisées chez nous, soient suffisamment sécures, pour ceux qui les utilisent. Donc, nous sommes en charge donc, de l'élaboration de ce cadre réglementaire qui concerne, j'y reviendrai, les bateaux de plaisance neufs mis sur le marché, mais aussi les bateaux de plaisance anciens ou traditionnels. Donc ça, c'est vraiment un corps de mission important. On se charge aussi de tout ce qui concerne le permis plaisance. Donc c'est de définir son contenu et de définir aussi sa forme. On a changé récemment, l'année dernière, le format du permis. Vous avez peut-être vu ça, vous avez peut-être déjà récupéré ce nouveau format. On est passé d'un permis papier qui était un peu, maintenant très ancien même, et pas très sécure, à un format carte bancaire. Donc on s'occupe de ça aussi. On s'occupe aussi de mesures de soutien, alors là, plus de ce qu'on appelle aux infrastructures. C'était ça, voilà. On est passé... Alors voilà. Donc c'est bien, mais garde-le, parce que ça a une vertu patrimoniale aussi. C'est un patrimoine. Bon. Donc on s'occupe de ces sujets-là. On s'occupe aussi de sujets plus économiques, on va dire, de soutien à la filière. On pilote, quand on a un peu de moyens budgétaires, un certain nombre de fonds pour aider notamment à la modernisation, à la décarbonation, comme on dit, des ports de plaisance, mais aussi des bases nautiques. Donc ça, c'est important. On ne se substitue pas, évidemment, aux collectivités territoriales et à l'action des acteurs locaux, des associations aussi. On vient en complément, on vient en appui, encore une fois, quand on le peut, sur ces sujets-là, parce que les infrastructures... Il n'y a pas que les bateaux dans le nautisme et la plaisance ou les supports, il y a aussi les infrastructures, que sont les ports et les bases nautiques. Et sans ces infrastructures, eh bien, on n'aurait pas finalement ce dynamisme du secteur chez nous. On a une fonction aussi... alors on est aujourd'hui réunis à l'Observatoire, donc on a une fonction aussi qui est de mettre à jour un autre observatoire, qui est l'Observatoire des ports de plaisance. Donc ça aussi, c'est une action qu'on conduit communément avec la Fédération française des ports de plaisance. Et on a pour ambition d'élargir un petit peu le périmètre de cet observatoire, mais je ne vais pas plus loin. Mais en tout cas, il y a aussi cette idée d'avoir une vision... Enfin, pour conduire convenablement des politiques publiques, il faut quand même avoir un minimum de vision claire, à la fois sur ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi sur ce qui se passe demain ou après-demain. Et puis, on en a un peu parlé, on l'a évoqué, et ça se passe à Saint-Malo. On a une mission, nous sommes administration fiscale. Ça, c'est important, c'est récent. Alors, je disais, les affaires maritimes, administration ancienne, historique, mais en même temps qui se modernise. On nous a, alors je ne vais pas dire récupéré, parce qu'on a l'impression qu'on nous a refilé un truc dont personne ne voulait, mais on a maintenant pris à notre charge des missions fiscales qui étaient dévolues anciennement aux douanes. Donc ça, c'est récent aussi, hein. Depuis 2021-2022, il paraît que ça marche mieux. En tout cas, derrière ça, il y a des leviers, j'en reparlerai après, il y a des possibilités de levier. Je voudrais dire deux choses. Derrière ça, nous, c'est important parce que grâce à cette fiscalité qui, comme on dit, est affectée, on finance
eh bien, des actions et des entités importantes pour la préservation aussi de l'environnement marin. Un, le Conservatoire du littoral. Donc c'est 70% en gros de la taxe qui sert à financer le Conservatoire du littoral. C'est important aussi, parce que c'est important, je pense, pour les plaisanciers qui s'acquittent de la taxe, de savoir que la taxe, elle va à la préservation, finalement, du littoral, et qu'on a plaisir à regarder dans une forme la plus préservée possible. La taxe, elle finance aussi une partie des moyens de la SNSM. Donc là aussi, ça a un intérêt direct, quand même, hein, entre les plaisanciers et la SNSM. C'est important pour les plaisanciers qui contribuent, là aussi, de savoir que une partie, une fraction de la taxe va aux moyens de secours en mer. Pas assez. Bon, Vincent, c'est bien. Tu passes les messages d'emblée. Pas assez, mais quand même. Et puis aussi, la taxe, elle permet d'accompagner le développement, là c'est aussi un point important, de la filière de déconstruction des navires. Et ça, bien évidemment, ça contribue, là aussi, à développer ou à préserver, en tout cas, un littoral, en tout cas, qui soit le plus expurgé possible d'épaves ou de bateaux hors d'usage. Voilà. Donc c'est important, cette mission fiscale, pour cette raison-là. C'est parce que ça nous donne les moyens d'affecter la taxe à des objets, finalement, à des actions qui contribuent directement à ce que notre environnement littoral, maritime, reste agréable et intéressant à parcourir. Alors, la DG AMPA, alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais d'un point de vue patrimonial, et ça fait partie aussi de ses missions historiques, elle agit pour préserver des éléments bâtis. Ce sont les phares, les balises. Donc ça, bon, j'ai un éminent spécialiste à ma droite, donc je me garderai bien de développer là-dessus. Mais en tout cas, sachez que c'est aussi un élément sur lequel la Direction générale des affaires maritimes, pêche, aquaculture, intervient, préserver les phares. Avec, et pas tout seul, c'est ce que j'allais dire, on n'est pas tout seul, hein, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est un sport d'équipe, avec la culture, aussi le Conservatoire du littoral. En tout cas, il y a cette dimension-là aussi dans le patrimoine, puisque le jeu, un petit peu aujourd'hui, c'est d'essayer de délimiter ce qu'on entend par patrimoine, les phares. Bon, s'agissant des bateaux ou des navires, à quel endroit, si je puis dire, à quel niveau est-ce qu'on intervient, nous, DG AMPA, nous, Mission Nautisme et Plaisance. Alors, ça a déjà été évoqué. Hein. Nous, on intervient via la fiscalité. Alors, Bercy appelle ça de la dépense fiscale. Nous, on appelle ça de l'incitation. C'est-à-dire qu'effectivement, les bateaux classés BIP bénéficient d'exonération. Donc ça, je dirais, ça peut être intéressant d'un point de vue symbolique, mais pas que. Hein. Il y a certains bateaux pour lesquels voilà, cette exonération peut contribuer directement à financer la préservation du bateau, le maintien en condition, la navigabilité, etc. Donc ça, c'est un premier niveau d'action sur lequel on intervient. On participe, ça a été dit aussi, la mission Nautisme et Plaisance, aux réunions annuelles et à leur préparation de la commission de labellisation. Donc ça, c'est important parce que ça nous donne... Nous, on est administration centrale, mais ça nous donne une vision concrète aussi de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'au cours des préparatoires et puis des commissions, on voit, on visualise bien ce que sont les navires, les bateaux dont qu'on s'apprête à labelliser, ou pas, en fonction. Donc on contribue à ça, à notre niveau. Donc fiscalité, participation aux commissions de labellisation. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est un aspect réglementaire. Donc je vous le disais, nous sommes responsables du cadre réglementaire pour assurer la sécurité des navires de plaisance. Mais on a aussi finalement une mission qui est de s'assurer que ce cadre il correspond bien aux multiples, je dirais, typologies de navires, d'esquifs que recouvre le terme nautisme et plaisance. Parce qu'en fait, quand on dit nautisme et plaisance, en tout cas pour nous, administration DG AMPA, ça va du surf au kayak, au voilier de toute taille,
en passant par les bateaux propulsés à moteur. Donc à chaque typologie, finalement, on fait en sorte, on essaye en tout cas, de mettre en place un cadre réglementaire adapté. Donc ça m'amène au bateau traditionnel. On a élaboré, on est garant des évolutions à conduire sur le cadre réglementaire spécifique. Alors ça s'appelle division 244, c'est pas extrêmement vendeur dit comme ça, mais enfin bon. C'est un arrêté ministériel, mais essentiellement c'est surtout un cadre qui permet, un cadre adapté aux bateaux traditionnels, aux navires traditionnels, parce que bien évidemment il paraissait assez compliqué d'appliquer le même cadre à des navires ou des bateaux neufs qu'à des bateaux traditionnels. Donc nous sommes responsables de ce cadre réglementaire, de son élaboration et aussi, quand il le faut, de ses évolutions. Donc ça, c'est la division 244. Derrière ça, alors ça rejoint un peu la thématique de la table ronde, finalement, comment les uns et les autres ont défini ce que c'est que le patrimoine, la tradition, etc. Alors nous, on a une définition, qui vaut ce qu'elle vaut, administrative d'un bateau, d'un navire traditionnel. Ce sont des bateaux conçus avant 1950, quand ils font moins de 24 mètres, et puis pour les plus de 24 mètres, avant 1965. Bon. Et alors voilà, mais le président en a parlé, c'est-à-dire que ça inclut également les répliques, lorsque, évidemment, elles ont été répliquées en respectant les matériaux, les méthodes, etc., qui correspondaient à l'origine. Mais ça inclut également les répliques. Voilà, donc si on s'en tient à cette définition administrative, pour nous, un bateau traditionnel ou du patrimoine, c'est ça. Alors, vous voyez bien, ça vaut ce que ça vaut. On évoquait l'hydroptère, ça vaut ce que ça vaut. En fait, cette définition très administrative, elle renvoie à l'époque d'avant, on va dire, l'avènement du plastique, du composite, etc., etc. Mais évidemment, et on est là après pour en discuter, je dirais le patrimoine, le bateau traditionnel, ça ne s'arrête pas à ça. Et il y a bien d'autres bateaux qu'on peut considérer bien évidemment comme patrimoniaux qui sont venus après cette date de 1950 à 1965. En tout cas, nous, c'est notre limite. Et un dernier mot pour conclure, finalement, pourquoi aussi la DG AMPA sur ce secteur-là s'intéresse ou conduit des politiques qui contribuent à la valorisation du patrimoine et des bateaux. Alors c'est parce que c'est pas qu'un enjeu qui consiste à se souvenir de ce qui s'est passé avant, même si c'est effectivement important. L'enjeu, en tout cas pour nous, c'est que derrière ce terme de patrimoine ou de tradition, il y a tout un tas de savoir-faire, de techniques, de matériaux, et on le sait tous, c'est pas à vous que je vais le dire. Aujourd'hui, on est dans une phase, alors c'est une tarte à la crème, mais c'est la vérité, on est dans des phases de transition, d'interrogation, et il y a une chose dont on est à peu près sûr, c'est que les techniques d'antan, comme on dit, reviennent vraiment au goût du jour. Voilà. On voit dans plein de domaines liés au nautisme le retour finalement en gloire des constructions en bois, par exemple, le retour du bois, le retour des textiles. Et donc, derrière ça, c'est tout un tas de savoir-faire. Et pourquoi la DG AMPA s'intéresse à ça aussi, c'est qu'une des missions de la Direction Générale des Affaires Maritimes, parce qu'on a la tutelle sur un certain nombre d'établissements qui forment des marins ou des futurs professionnels qui vont agir dans le monde maritime, c'est de pouvoir transmettre ça à ces générations prochaines. Donc si nous, on ne s'intéresse pas aussi à ces aspects patrimoniaux, on aura du mal à transmettre ces valeurs, ces savoir-faire aux générations futures. Voilà, et je m'arrête là. Merci Julien. Est-ce que tu peux nous dire, le cheptel dont tu t'occupes, la division 244, ça représente combien de bateaux par rapport à tous les bateaux de plaisance? On est dans quel ordre de grandeur? Alors peu, mais ce sont de beaux bateaux en général. On a instruit une centaine de bateaux depuis 10 ans. En tout, c'est une dizaine de bateaux, de navires de plus de 24 mètres. Et puis le reste, ce sont des navires de moins de 24 mètres. Voilà. C'est ça le... Et le chiffre global des bateaux de plaisance en France, juste pour se faire peur? Non, alors on a 1 million, quasiment 1,4 million
navires immatriculés, mais encore une fois, alors tu parlais de cheptel, oui, au début je me suis dit tiens, mais cheptel, bon. Mais encore une fois, ça renvoie à une extrême diversité de supports. Hein. On a enregistré, ça va du catamaran ou du dériveur de plage jusqu'à des grosses unités, quoi. Donc c'est aussi ça le nautisme et de la plaisance, c'est aussi ça la joie et parfois les difficultés à agir et à donner un cadre de ça. Et beaucoup de semi-rigides avec 2 fois 150 chevaux, comme on en voit à côté du village. Quand on va au Grand Pavois à La Rochelle, il y a le village bois traditionnel. Alors là, on est bien, on se tient chaud entre nous, là. Et puis vous regardez, vous détournez le regard, et là, vous voyez le terre-plein des semi-rigides. Moi, j'avais été très choqué quand j'avais découvert qu'il n'y avait pas que des bateaux à voile au nautique. La première fois que je suis allé au salon nautique, je pensais qu'il y avait que des bateaux à voile. C'est quand même très naïf. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'aime bien qu'il faut toujours citer les chiffres, parce qu'on voit que du côté de Suzanne, le bateau, c'est quelque chose d'un peu minoritaire dans un ensemble de monuments historiques. Donc je me suis amusé, quand j'étais petit à l'école, on faisait des théories des ensembles. Donc on a le grand ensemble des monuments historiques avec les bateaux, et on a une intersection avec Julien qui a donc quelques millions ou quelques de bateaux de plaisance dans lesquels, même si on compte large avec les BIP, bon, on est sur quelques 1764, disait Gérard. Toi, tu les comptes aussi, puisque même s'ils sont défiscalisés, ils apparaissent dans... Moi, j'aime bien les bases de données, j'ai découvert les data. Il paraît que c'est le pétrole du 21e siècle. Donc c'est important de regarder où les chiffres correspondent, d'ailleurs, entre vous deux. Je vais rebondir sur ton dernier point, là, sur ce que tu disais sur le plastique. Ce matin, là, on visitait ce chantier, et donc une des bases pour le chantier de cette gabarre de la Rance, c'était un article publié par Denis-Michel Bouel dans le Chasse-Marée, 1984, numéro 14. Et là, bon, je me suis amusé à relire l'édito de Cadoret, 84, et donc c'est une année, on est quand même très peu de temps après la création du Chasse-Marée, le nombre d'abonnés explose, et l'édito dit que c'est pas du tout dans une logique, il y a certes la logique de préserver des témoins ou des choses qui sont en train de disparaître, mais c'est bien plus que ça, puisqu'on est déjà dans des logiques de construction de répliques, et l'édito dit, en fait, ça annonce une nouvelle forme de plaisance. Alors on voit qu'elle est encore un peu minoritaire, mais si je t'écoute, c'est l'idée de peut-être qu'il faut inverser complètement le regard et d'arrêter de regarder ces bateaux traditionnels comme étant des vestiges d'un passé où on emmenait le bois à Saint-Malo sur la Rance, mais que ce sont plutôt des bateaux qui nous annoncent le futur. Alors dans ce cadre-là, quel est l'avenir du bateau en plastique du point de vue patrimonial? Parce que si on regarde, j'en discutais avec Célestin, même les bateaux métalliques sont relativement minoritaires dans les bateaux MH. On aime bien les bateaux en bois dans notre vision du patrimoine. Donc d'une certaine manière, quand on regarde ce qui est classé, est-ce qu'en creux, le bateau classé ne parle pas d'un autre bateau qui est à la fois très majoritaire aujourd'hui et qui sera peut-être très minoritaire demain, qui est le bateau en plastique? Qu'est-ce qu'on peut dire de la valeur traditionnelle? Alors j'ai vu, Gérard, j'avais noté qu'on pouvait classer BIP des bateaux polyester sur des critères de premier de série, des choses comme ça. Quel est l'avenir patrimonial du bateau plastique, puisque Julien vient de nous annoncer que ça y est, là, on y a. Alors, Jean-Baptiste Fressoz a écrit un bouquin qui s'appelle Sans transition, qui montre qu'on en parle beaucoup, mais on la pratique peut-être assez peu. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous prédit, que le bateau carbone, le bateau plastique, la motorisation avec ces gros moteurs dont je parlais, c'est presque, voilà, c'est pas la scène de la vie future, et que le bateau traditionnel, c'est le futur. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Un mot sur le plastique. Je vais vous citer un grand bateau en polyester qui est classé monument historique, c'est Penduic. Bon, donc un bateau peut avoir un intérêt patrimonial et peu importe son matériau de construction. Alors il n'est pas classé monument historique parce qu'il est en polyester, encore que l'année où Éric Tabarly a plastifié Penduic et a retiré le coque en bois, c'était le plus grand bateau en plastique de son temps. Mais évidemment, il est classé monument historique du fait de son propriétaire et de l'intérêt qu'il lui portait. Voilà.
Nous, on a une politique, je redis, l'intérêt patrimonial. C'est sûr que des bateaux qui ont été construits en grande série, avec une projection sur un moule, que n'importe qui pourrait être formé en 8 heures pour faire ce genre de projection de matériaux, de résine et de fibres sur un moule, et il y en aurait eu 2000 qui seraient sortis, ça n'a aucun intérêt patrimonial. Mais si c'est une série qui, à son époque, a un petit peu marqué l'histoire de la plaisance, je pense par exemple à un arpège. Si c'est cet arpège, tous les arpèges ne vont pas nous intéresser parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas, sur un plan patrimonial, ils n'ont pas le même intérêt, mais le premier de la série, ou le second, si le premier n'existe plus, il aura un intérêt patrimonial parce que, justement, il est le représentant de cette série. Je prends un Golif. Un Golif, c'est l'un des premiers bateaux construits par Jouette, un des premiers bateaux en grande série en polyester. Le Golif avec lequel Jean Lacombe a traversé l'Atlantique, ça a un intérêt patrimonial. Donc là, c'est pas tellement le matériau qui va compter, c'est le bateau. C'est le bateau, c'est son histoire ou c'est son propriétaire. Un bateau en acier, j'ai cité tout à l'heure Josua. Josua, c'est pas, sur le plan du bateau lui-même, c'est pas ce qu'il y a de plus magnifique. Mais c'est un bateau fantastique au niveau patrimonial. Oui, pour rebondir sur l'exemple de Penduick, il est particulièrement éclairant parce que lorsque Éric Tabarly était encore vivant, il aurait été impensable en fait de protéger au titre des monuments historiques Penduick. Lui-même ne voyait pas forcément l'intérêt puisqu'il disait que c'était un bateau en plastique. Il a fallu attendre 2016 et finalement on voit que le regard patrimonial sur un objet il change aussi, puisqu'en 2016 c'est parce que c'est un bateau en plastique, mais de la façon dont l'a voulu Éric Tabarly, avec toute la créativité et l'inventivité dont il a fait preuve à ce moment-là, c'est pour cette raison-là qu'on l'a protégé au titre des monuments historiques. Donc la question des matériaux, c'est sûr qu'elle évoluera dans les années qui viennent. Au sein du ministère de la Culture, les monuments historiques, on a besoin de recul. Donc on ne protège pas avec toute l'importance dont je vous ai déjà parlé et les conséquences qu'ont une protection au titre des monuments historiques. On ne protège pas des objets qui sont trop récents. On ne protège pas d'immeubles, par exemple, dont l'architecte soit encore vivant. On attend d'avoir un certain recul sur les choses avant de pouvoir se prononcer. Donc on n'a pas de bateaux de série en plastique encore dans notre corpus, mais qui sait ce qui adviendra dans quelques années. La question des matériaux, elle est importante aussi en termes de conservation, parce que finalement, le bateau bois, il se restaure très bien, pour peu qu'on ait encore les charpentiers qui savent le faire et que les techniques soient bien transmises. On voit que les bateaux métalliques, c'est déjà plus compliqué. On a des techniques de rivetage à chaud, par exemple, qui sont compliquées à mettre en œuvre sur des restaurations actuellement, dont on n'a plus forcément les savoir-faire en France. Et je n'ose imaginer ce que nos successeurs auront à affronter quand on aura des bateaux en plastique protégés au titre des monuments historiques et qu'il sera question de les restaurer, parce que je pense que ce sera vraiment une autre paire de manches. Ça, il y a des gens qui sont déjà bien au courant, c'est les restaurateurs des modèles dans les musées maritimes. Ouais, au musée de la Marine, quand j'y étais, j'entendais régulièrement le chef de l'atelier dire que c'était beaucoup plus facile de restaurer, je sais pas, la coque de pique ou un modèle d'Arsenal ancien, plutôt que le dernier modèle de frégate dont le modèle en plastique avait été offert par la DCNL. Donc il y a déjà une idée de ce que ça va être, puisque même sur un modèle, on a beaucoup plus de mal à conserver et à transmettre un modèle contemporain que quelque chose qui est plus ancien. Sur la transition, quel levier, tu parlais de levier, alors il y a des leviers, ça pourrait te dire, est-ce qu'on va soutenir, défiscaliser, avantager tous ces bateaux qui annoncent un futur radieux et décarboné. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la DG AMPA pour sortir justement de cette classification qui peut passer présent, pour dire, mais dans le futur, est-ce qu'on peut aider à la transition en mettant en avant des bateaux dont les modes de construction, les modes de restauration sont beaucoup plus vertueux? Tu me poses les questions difficiles, hein, ça, à chaque fois. Mais j'y réponds. Non, alors, il y a pas mal d'aspects dans la question. Alors d'abord, pour revenir au point que tu évoquais juste avant, la préservation d'un patrimoine ou de bateaux, de navires, y compris quand ils sont en plastique ou en composite, enfin, on parlait de l'hydroptère,
n'est pas nécessairement incompatible avec le fait qu'on entre réellement dans une ère, dans une phase dite de décarbonation, ou en tout cas on sait d'ores et déjà, et on est engagé dedans, la filière nautique est engagée dedans, on ne construira pas les bateaux dans 10 ans, dans 20 ans, comme on les a construits jusqu'ici. Donc en tout cas pas avec autant de plastique, pas avec les mêmes résines, pas avec les mêmes fibres, etc., etc. Mais je veux dire par là que les deux ne sont pas incompatibles. On peut effectivement se dire que préserver le numéro 1 de l'arpège, qui a quand même été un peu le signal de départ d'une capacité à produire de façon industrielle des bateaux de plaisance, ça a du sens, tout en se disant que, encore une fois, on ne peut pas continuer à produire des bateaux de plaisance avec les mêmes matériaux qu'il y a 40 ans ou 50 ans. Et pour revenir sur la question des moteurs, voilà, on ne pourra pas non plus continuer à développer des moteurs thermiques puissants sur le marché de la plaisance. Les deux, de mon point de vue, ne sont pas incompatibles, au contraire, parce que je reviens à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que préserver le patrimoine, préserver et le valoriser, c'est aussi montrer à un moment donné l'intelligence humaine, l'intelligence industrielle, artisanale, les outils, les matériaux. Et ça, c'est source toujours de beaucoup d'enseignements pour le présent et pour l'avenir. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Après, sur est-ce qu'on est ou pas dans la transition, quels sont un peu quel est le cap, quoi, finalement, de ça? Bon, je pense que le cap, il est clair. Le cap, il est clair. En tout cas, du point de vue de l'État et de l'administration que je représente, il se trouve que la DG AMPA a coordonné un exercice qui s'est concrétisé par un document qui s'appelle la feuille de route de la décarbonation du maritime. Donc ça concerne essentiellement le shipping, le transport maritime et puis la pêche, mais ça concerne aussi la plaisance. Et pour faire extrêmement résumé, la feuille de route de décarbonation du maritime, ça veut clairement dire qu'il faut que les industriels s'engagent dans la conception et la production de navires, quels qu'ils soient, donc y compris ceux de plaisance, avec des matériaux recyclables, avec des matériaux, le cas échéant, biosourcés, pourquoi pas en bois, enfin en tout cas en réduisant l'impact environnemental de ces objets que sont les navires. Je précise à chaque fois quand je dis navire et bateau, encore une fois, hein, ça va du surf au grand bateau, au yacht. Donc là, le cap, il est clair. Alors après, il y a toujours les discussions de est-ce qu'on va assez vite, pas assez vite, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui de tergiversation ou de débat, je dirais, philosophique sur faut-il, doit-on changer la façon qu'on a de concevoir les bateaux de plaisance pour demain ou après-demain. J'avais une question pour Gérard. Vous avez dit qu'on en était à 1764, que le rythme d'accroissement était d'une centaine d'unités par an. Est-ce que vous avez évalué le stock, savoir jusqu'à combien potentiellement de BIP dans vos critères actuels sont... C'est une question qui s'est posée au début, quand un peu d'histoire, un peu d'historique, quand les BIP sont nés. À l'époque, il y a eu une réforme du droit de francisation, comme ça s'appelait à l'époque. On est passé à la demande générale, d'ailleurs, de la jauge en tonneaux, parmi les critères, à la longueur en mètres. Bon, ce qui était évident, parce que les tonneaux, pour un bateau de plaisance, ça ne représente rien. Donc c'était plus simple. Ah oui, mais beaucoup de bateaux de plaisance traditionnels, aujourd'hui du patrimoine, se sont trouvés rattrapés par la patrouille. Pourquoi? Parce qu'ils représentaient peu de tonneaux, mais ils étaient longs, minces et longs. Je pense d'ailleurs à Penduic. Et ces bateaux-là qui ne payaient pas de droit de francisation se sont retrouvés à payer un droit de francisation assez élevé. Alors, il y a eu beaucoup de protestations du côté des milieux des propriétaires de ces bateaux. Et c'était le moment où on commençait à concevoir nos critères de bateaux d'intérêt patrimonial. Je dois dire que beaucoup de lettres ont été envoyées. Alors, c'est le Conservatoire du littoral qui percevait à l'époque 100% de la taxe.
Et le président du Conservatoire du littoral de l'époque, Didier Quentin, un ami, a reçu beaucoup de lettres, y compris de Jacqueline Tabarly et d'autres personnes qui s'étonnaient de voir leur bateau attrapé comme ça par la taxe. Bon, j'ai eu beaucoup de travail parce que c'est moi qui suggérais ces lettres, il fallait qu'elles soient différentes les unes des autres. Ce qui fait que Didier Quentin, affolé, m'a dit « Mais que faire? On se donne une très mauvaise réputation au niveau du Conservatoire du littoral. » J'ai dit « Ben oui, que peut-on faire ?» J'ai dit « Ben écoute, la conservation du littoral, c'est pas seulement les ports, etc., mais c'est aussi les bateaux traditionnels. Ça fait partie de la conservation du littoral. Donc il faut les exonérer du droit de francisation. » Et c'est comme ça que le DAFN est né. Alors, j'ai un peu oublié ta question, mais... Le stock potentiel. Oui, le stock. Alors, à l'époque, à Bercy m'a dit tout de suite, « Ah, mais c'est combien de bateaux ?» Il pose toujours la question. Alors, j'ai fait une enquête auprès des associations de propriétaires, de ci, de ça, et puis enquête dans les ports. Et je suis arrivé à l'époque, j'ai dit, c'est quelque chose... Moi, j'ai pensé, c'est entre 2 et 3 000 bateaux. Alors, je leur ai dit, c'est 2500 bateaux. Il fallait un chiffre pour Bercy. Bon, on en est à 1700. Je pensais qu'avec le temps, ça allait se tarir. Mais non, il y a un effet nénuphar, c'est-à-dire que chaque bateau en parle autour de lui et finalement, on continue à avoir des commissions avec 150, 180 bateaux qui sont présentés, une centaine qui sont labellisés. Je vois que pour l'instant, ça ne diminue pas. Il y a des années un peu plus, des années un peu moins. Je pense quand même que c'est autour de 3000 bateaux, mais c'est vraiment au pif. Alors, ces 3000 bateaux, où sont-ils? Parce que on a vu qu'on est quand même dans une approche avec les monuments historiques et avec le BIP. On a une vision du patrimoine en France depuis le 19e. On adore faire des listes. C'est des listes. Vous avez des listes. Alors, pour autant, les monuments historiques, c'est facile de les mettre sur une carte parce que si vous allez sur data.gouv.fr et que vous faites une petite moulinette, vous allez pouvoir, par exemple, mettre tous les phares classés. C'est assez facile de les trouver. Les bateaux, on ne les trouve pas. Alors, Suzanne, tu m'as envoyé un lien vers une carte que tu as toi-même bricolée sur Google Maps, donc on n'a pas le droit d'utiliser comme source publique, pour savoir où sont tes bateaux, comme on disait dans Ouest France, où sont nos navires. Il y avait une rubrique comme ça, parce qu'en plus ils bougent. Donc, comment est-ce qu'on pourrait passer, en discutant, en préparant cette table ronde, d'une logique de liste où on peut effectivement aller sur, je ne sais pas si on pourra montrer le lien vers le site de Gérard Daboville. Alors, voilà, il y a des critères, on peut voilà, mais on peut pas le transformer en carte. Or, on aime bien les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, savoir, je sais pas, j'arrive dans un port, j'arrive à Saint-Malo, par exemple, et je me dis, tiens, bon là c'est facile, il y a une fête maritime, donc c'est organisé, mais peut-être que demain, après-demain ou après les fêtes, quelqu'un arrive et il veut savoir qu'est-ce qu'il y a comme bateau. Et je pense que le visiteur, que ce soit un monument historique, un bateau d'intérêt patrimonial, voilà, tout ça l'intéresse. Comment est-ce que... Alors ça, voilà, ça c'est le site de Gérard. Donc on voit effectivement, il y a une rubrique navire du patrimoine. Voilà, ça c'est le bateau de Gérard. Donc voilà, si on va dans navire du patrimoine, il y a... voilà, il y a des... Alors donc ça c'est pour avoir son label. Donc il y a une petite... voilà, rechercher un BIP. Voilà, il y a rechercher... En haut à droite, il y a rechercher un BIP. Voilà. Non, mais et donc... Et alors là, ouais, voilà. Alors voilà. Voilà, le port d'attache, donc il y a un certain nombre de critères. Il n'y a pas je sais pas, une carte sur laquelle... Alors par contre, est-ce qu'on peut montrer l'autre document Département aussi. Voilà, qui est celui dessus. Voilà, Suzanne, si on a un lien, voilà la carte que Suzanne. Voilà. Non, mais c'est très bien justement. On voit que c'est ce qu'on pourrait imaginer. Alors toi, d'abord, c'est pour ta juridiction, donc c'est la Bretagne. Et ça, en fait, avec les outils publics actuels, on peut pas l'obtenir. Toi, tu n'as pas pu l'obtenir directement à partir vous avez pop.culture. En fait, à terme, je pense qu'on pourra, mais pour l'instant, ça c'est vraiment c'est bricolé pour que moi-même je connaisse mon corpus et que je sache où se trouvent les bateaux monuments historiques de Bretagne. On se les transmise entre collègues, donc peut-être que les bateaux d'autres côtes apparaîtront petit à petit sur cette carte, mais ça n'a pas vocation à devenir
un outil très public, c'est vraiment interne. Et d'ailleurs, merci au stagiaire qui a rempli cette carte pour moi au sein du service. On a une base au ministère de la Culture qui recense tous les monuments historiques de France, qui est accessible à tous, qui s'appelle POP. C'est une base pop.culture.gouv.fr. Sur POP, vous avez accès à toutes les notices, que ce soit la cathédrale de Vannes jusqu'au bateau monument historique. C'est une base qui est un petit peu... qui peut permettre des recherches très fines, mais qui peut donc être un petit peu compliqué d'accès. Il y a un système de filtre dans la colonne de gauche. Ça permet aussi de trouver les notices des bateaux, à la fois les notices des monuments historiques et aussi le travail de l'inventaire, puisque l'inventaire a fait un gros travail de compilation, de recherche et de notices qui sont également disponibles sur cette base. Donc les bases existent. Mais évidemment, ça ne remplace pas la valorisation des bateaux sur l'eau dans un port. Les gens qui vont avoir accès à ces bases sont déjà des gens qui s'intéressent aux bateaux et qui recherchent des informations plus approfondies. Mais la question de la visibilité des bateaux du patrimoine, c'est sûr qu'elle se pose. Elle pourrait être bien meilleure. En Bretagne, on a des pavillons pour les bateaux monuments historiques que l'on donne aux propriétaires de bateaux monuments historiques. Ce n'est même pas le cas dans toutes les régions. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer diffuser un peu plus. Et je pense qu'effectivement, la question de rassembler les bateaux patrimoniaux ensemble dans les ports, de les rendre visibles, il me semble qu'à la Grande Parade, en tout cas je pensais que les bateaux monuments historiques étaient ensemble et que les bateaux BIP suivaient. Enfin, c'est quand même difficile à mettre en place. Bon, c'est sûr que la visibilité pourrait être bien meilleure. Alors, il y a un très bel outil qui est Marine Traffic. Est-ce qu'on pourrait avoir un Marine Traffic des bateaux du patrimoine ? Bon, ça, il faudrait, voilà, c'est pas évident. Mais je suis d'accord, il y a des gros progrès à faire C'est un chantier. Alors, sur ce chapitre-là. Alors non, moi juste un mot, parce que je suis membre d'un club nautique aussi, mais alors typiquement pour ça, enfin, la valorisation, savoir où sont les bateaux, les montrer, etc. Faut aussi rendre hommage aux clubs, aux associations qui organisent des grands rassemblements. Parce que ce sont alors, il y a la semaine du golf, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a très bientôt à Bénodet la Belle Plaisance. Donc ça, c'est le tissu associatif, c'est le tissu local qui organise ça. Et je pense que et c'est plutôt dynamique, enfin en tout cas vu de ma fenêtre, ces rassemblements de bateaux patrimoniaux, en tout cas en plaisance. Mais ça, ce sont aussi, alors c'est pas de la cartographie au sens où on l'a vu là, mais en tout cas c'est une façon de montrer ces bateaux au public et de les montrer aussi au port et en navigation. Voilà. Donc c'est une façon un peu vivante aussi de les mettre en valeur. Bon, ben nous, on a donc ces 1700 bateaux, on a le site internet, vous pouvez avoir un filtre, les trouver par département, vous pouvez les trouver par port d'attache, mais ce qui nous manque, mais là c'est un manque de moyens, hein, c'est maintenant qu'avec son téléphone, on puisse savoir que dans tel port, il y a tel bateau. Et ça, c'est facile, puisqu'on a déjà à peu près tous les éléments, c'est simplement, on a des moyens très limités. Et rien que l'entretien, la mise à jour de notre site internet, c'est une de nos plus grosses dépenses. Mais maintenant, il faudrait qu'on puisse franchir le pas, peut-être trouver un sponsor, un partenaire que ça intéresserait, parce qu'il pourrait mettre son nom aussi sur l'affaire. Mais évidemment, il faut qu'on passe au stade suivant, c'est-à-dire un moyen moderne pour repérer les bateaux. Mais j'insiste quand même, dès lors qu'il y a regroupement, on demande aussi, en contrepartie, à ceux qui bénéficient en quelque sorte de l'avantage de ce regroupement, c'est d'avoir un panneau explicatif. On leur donne d'ailleurs un autocollant pour décorer leur panneau, un panneau explicatif qui donne un peu les renseignements sur le bateau, sur sa vie, qu'est-ce qu'il faisait avant lorsqu'il était un bateau de travail, etc. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de Sanary, c'est typique, là ça marche bien, les bateaux sont bien indiqués et ça intéresse évidemment énormément le public. Alors justement, le public, on est un petit peu en retard, mais c'est voilà, profiter de la présence de nos experts pour rebondir sur cette question du bateau traditionnel, de sa définition, de sa visibilité. Je voyais des mains qui se levaient. Oh là là, il y en a plusieurs. Vous vouliez... Alors on va faire ça. On en garde un pour nous peut-être. Là-bas, il y a derrière, devant, puis il y a Thierry aussi.
Oui, merci. Bonjour, Stéphane de Vendeuve, j'habite sur les bords de Rance, je suis membre d'une association de défense, de promotion du patrimoine des Doris en l'occurrence, et membre d'une fédération d'une association qui fédère les associations des bords de Rance. J'avais deux questions. La première, c'est, on parle du bateau, mais je ne vous ai pas entendu évoquer la notion de cimetière marin. Cimetière maritime. Donc j'aurais aimé savoir quelle place les cimetières maritimes, cimetières de bateaux, occupaient dans votre approche patrimoniale. Et puis la deuxième, c'est à la fois une question et, je veux dire, un petit coup de gueule au passage, puisque en fait on parle des administrations centrales qui effectivement ont pour objectif à travers de fiscalisation, de permettre de promouvoir la plaisance et puis de financer certains éléments d'actions. Mais comment fait-on quand on est une association sans moyens véritables, telle que celle à laquelle j'appartiens, qu'on cherche à défendre, à promouvoir le patrimoine maritime, et que dès qu'on occupe le domaine maritime, on se retrouve taxé systématiquement, alors même que la DDTM, qui est en charge de la défense du patrimoine maritime, s'était engagée à nous exonérer de ces taxes. Et puis, comment se fait-il que lorsqu'on habite en Ille-et-Vilaine, département 35, et qu'on habite dans les Côtes-d'Armor, département 22, les valeurs de la République ne soient pas les mêmes à s'appliquer, puisque la fiscalisation diffère d'un département à l'autre. Merci. Alors, il faut, comme je vais rester un peu après quand même, on pourra peut-être en parler parce que je ne connais pas le dossier précisément là, donc il faudrait que vous m'expliquiez ça de plus près. Donc je vais pas répondre là-dessus précisément, mais on en parlera après. Les cimetières, je crois que la marine a obtenu le renouvellement pour le sien. Je pense que vous faites allusion à quelque chose qui se passe sur vos bords de Rance. Et le 22-35, c'est vrai que les rivières et les fleuves ne connaissent pas les frontières. Et ça, c'est un vrai sujet. Nous, quand on s'occupait, je vais revenir au phare parce que c'est ce que je connais le mieux. Et quand on s'occupait du phare de Cordouan, au début, on était entre 2 régions, 2 départements. Il y avait, et heureusement, il y avait une structure, un établissement public qui gérait un peu tout ça, et le conservatoire, donc qui faisait un petit peu le lien entre les différents acteurs. Mais c'est vrai que après, on a fusionné, on a créé la région de Nouvelle-Aquitaine. Ça a divisé par 2 le nombre d'interlocuteurs du jour au lendemain. Mais c'est effectivement, la question de la gouvernance. Propre. Bon, maintenant, il y a les DIRM qui animent les débats sur les documents stratégiques de façade. Donc, il y a aussi la planification mer et littoral qui peut intervenir pour ces sujets-là. Les cimetières marins, c'est un vrai sujet. Moi, j'avais compris qu'ils n'avaient pas un grand avenir, que l'idée, c'était de déconstruire. Mais on voit que ça a un potentiel patrimonial, poétique, voilà, qui va au-delà d'ailleurs des gens qui pratiquent. Hein. On aime la ruine aussi. C'est aussi l'amour de. Suzanne, qui est historienne de l'art, pourrait en parler mieux que moi, mais on aime voir les choses en décomposition quand ça nous fait pas peur, en tout cas. Donc c'est vrai que ces cimetières marins sont un sujet de patrimoine en soi. Est-ce qu'il y avait d'autres. Ah, oui, Pierre. Bon, après. J'étais il y a une semaine devant un cimetière marin à côté de Lorient. Il y avait des épaves de bateaux en bois, des tonniers, etc. C'est magnifique. Et puis, il y avait un bateau plus récent, avec des superstructures en aluminium, etc. C'était dégueulasse. Voilà. Donc c'est pour dire simplement que les cimetières marins sont amenés à disparaître parce qu'il y aura de moins en moins de bateaux de travail en bois. Je me souviens que sur le Sillon à Camaret, les bateaux étaient classés, les cimetières, mais ça pose un problème. C'est que classement, on essaye de les garder dans l'état, mais c'est très difficile de garder quelque chose dans un état ancien sans que ça bouge. Je pense alors Oradour-sur-Glane, là on fait attention, on maintient et tout, mais un cimetière marin, par définition, il se détruit petit à petit, et puis quand il n'y aura plus de bateaux en bois, c'est difficile d'avoir des cimetières de bateaux en polyester ou en acier, c'est quand même autre chose. Je vais rebondir un petit peu sur ce que dit Gérard, un peu sur les oubliés du patrimoine, les bateaux oubliés du patrimoine maritime. Il disparaît tous les ans un certain nombre de canottes en bois, le canotte de Pépé qui allait à la pêche, et les bateaux de pêche en bois. Ces bateaux-là représentent un certain patrimoine et
les propriétaires ne font pas forcément de suivi. Ils cherchent des fois à se débarrasser de leurs bateaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces bateaux qui disparaissent? Non. Non, mais ça... Je peux répondre, enfin apporter des éclairages. Oui, je suis président d'Amérami. Amérami, c'est une association qui a une centaine de bateaux. La moitié navigue, puisqu'un bateau qui ne navigue pas, ça ne sert à rien. Je vous le dis tout de suite, restaurer un bateau, si vous ne faites pas naviguer, il sera foutu, et ça ne correspond à rien. Et ensuite, une définition un peu pragmatique, c'est qu'un bateau du patrimoine, puisque notre métier, enfin ce qu'on fait, c'est la sauvegarde du patrimoine, c'est ce que l'on peut sauver. C'est très pragmatique. Si vous ne pouvez pas sauver, c'est-à-dire comment est-ce si on ne s'est pas organisé pour pouvoir le sauver, c'est cuit. Et donc c'est la vraie réflexion pour nous, enfin moi en tant que président d'Amérami, c'est tous les bateaux qui se présentent, comment on arrive à sauver leur destin. Et ça, c'est vraiment difficile. Alors, il y a les deux solutions, effectivement. Il y a celle, on en a 44 qui sont bâtiments d'intérêt patrimoniaux, fondamentaux pour nous. On ne peut pas imaginer qu'une association d'utilité publique n'ait pas des bateaux, enfin, qui est dans le patrimoine, qui ne soit pas BIP. Facile d'entretien, sous réserve que l'on ait le respect des règles de l'entretien, c'est-à-dire qu'on peut arriver de façon peu coûteuse à les entretenir si on a des gens qui sont intéressés, qui ont du savoir-faire, on arrive à trouver. Pour ceux qui sont monuments historiques, c'est un engagement que l'on a, on en a 12. C'est beaucoup plus dur parce qu'il faut financièrement être capable d'assurer la vie de ce bateau avec des dépenses qui sont, avec des règles d'entretien qui sont extrêmement coûteuses. On ne peut pas entretenir un monument historique si on ne va pas dans un chantier habilité. Et à ce moment-là, le pied de colonne sur la facture, il est énorme. Et donc, c'est important. Je vous le dis parce qu'on a pris d'Indican il y a peu de temps. On l'a pris parce qu'on est capable de l'entretenir, on est capable d'assurer sa vie. On a DL qui est un monument historique, avec la coupure des subventions, sur un chantier de 350 000 €, on se fait sucrer 100 000 € du jour au lendemain. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bah non, soit on le conserve en monument historique, soit on ne le conserve pas. Et malheureusement, c'est une réalité qui est un peu cruelle, mais voilà. Alors, il n'y a pas de chantier habilité ou de label ou de chantier labellisé. Je ne peux pas le faire par quelqu'un qui est un art. Par exemple, si j'ai un très bon menuisier ou charpentier qui est à la retraite, je ne peux pas le faire travailler sur un monument historique. Ce qu'on va demander, nous, comme garantie, c'est que la personne, le chantier qui travaille sur un bateau, puisse présenter des références équivalentes. En fait, il nous faut quelques certitudes que le travail sera bien réalisé. Voilà, c'est-à-dire, c'est qui est-ce qui va le faire? Dans la pratique, qui va le faire? Moi, je fais de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Donc, si je fais, par exemple, de la maîtrise d'œuvre, vous me direz, non, vous allez vous adapter, vous n'allez pas respecter les vraies règles d'art, ce qui est vrai. Donc, si vous voulez, c'est en termes pour la préservation du patrimoine, s'il y en avait un peu de souplesse, ça ne serait pas plus mal. Et notamment, il y a certains matériaux qu'on va utiliser, qui sont des matériaux plus modernes, c'est réversible, mais on pourrait très bien les utiliser parce que c'est plus simple. C'est toujours la ligne de crête qui est compliquée à tenir, en fait. C'est que si on protège peu de bateaux au titre des monuments historiques, c'est vraiment parce qu'on veut que ce soit ceux qui soient le plus authentiques, qui restent le plus fidèles possible à ce qu'ils étaient auparavant. Et alors, il y a deux nuances dans les travaux. On a les travaux d'entretien, qui, eux, sont exemptés de toute autorisation et peuvent se faire de façon un peu plus souple. Et puis les travaux de restauration, qui sont là plus fondamentaux, qui sont des chantiers évidemment beaucoup plus coûteux, où là, on demande des références, effectivement, pour avoir quelques garanties. En fait, c'est juste pour pérenniser la qualité de l'objet qui nous a été transmis. Pardon ? Sur un moteur qui sur un bateau de 1930, on peut plus trouver de pièces, etc. Il faut changer de moteur. Oui, les moteurs, ça. Oui, les moteurs, c'est pas la même. Oui. À la fin, il y a des règles de fois qui sont, je pense, pourraient gagner en souplesse de manière à faciliter l'entretien. Je pense que la question des moteurs, ce sera une évolution inéluctable de toute façon, parce que. Oui.
Oui, bonjour, Antoine Dossman, moi je travaille à l'association Hermione Lafayette. Je voulais déjà merci pour les interventions parce que c'est vraiment enrichissant. Au moins je peux les voir en vrai plutôt que sur YouTube comme c'était le cas avant. Et donc oui, j'avais une question pour vous notamment sur la définition parce qu'en plus le titre était vachement accrocheur qui est Bateau du patrimoine du Belém à Energy Observer. Donc ça pose là aussi une question, alors c'est vraiment pour vous quatre, cadeau. C'est la question effectivement de qu'est-ce qu'on fait rentrer dans le patrimoine, notamment aujourd'hui, sachant que si on se base sur l'inventaire général du patrimoine, les études vont peser sur des choses qui ont été construites jusqu'à 30-40 ans avant. Et en fait, ça pose la question des répliques. Oui, c'est un peu intéressé. La question des répliques, au sens où justement il y a eu tout le mouvement chasse-marée, enfin j'appelle ça le chasse-marée des années 80. Et aujourd'hui, il y a un intérêt à préserver aussi ces navires-là. Ils sont déjà en partie préservés avec le BIP, mais aussi avec peut-être aussi pour les monuments historiques. Au sens, il y a la Grand-Villesse, Cancalès, Recouvrance, etc. Et ça pose vraiment la question. Déjà, c'est un mouvement patrimonial. Conserver la trace de ce mouvement ou non. Et l'autre question, c'est, vous avez dit, conserver les savoir-faire. Donc ça, c'est vachement important, c'est les savoir-faire de la construction, mais il y a aussi ceux de la navigation. La navigation, en fait, on se rend bien compte que si vous allez sur le Belém ou l'Hermione ou le Français ou même le Stendhart, moi c'est ceux que je connais, vous n'allez pas avoir les mêmes termes, et surtout c'est que si vous avez personne, vous avez la question de la formation qui se fait. S'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de transmission. Donc ça pose l'autre question, et là ça a peut-être été un peu plus chiant, c'est la question du patrimoine immatériel. Les savoir-faire, la charpente traditionnelle bretonne, elle est conservée, si je ne dis pas de bêtises, au titre du patrimoine immatériel. Mais maintenant, on en est aussi sur les savoirs de navigation. Si un navire ne navigue pas, je suis d'accord avec M. Daboville ou le président de la mer Ami, c'est un bateau qui ne navigue pas, c'est pas un bateau en fait. Alors le service des monuments historiques, pour le coup, est un service éminemment matériel, puisque nous, notre objet, c'est de préserver l'objet le plus longtemps possible à travers les générations. Évidemment, la préservation des savoirs, c'est un collatéral, c'est évidemment, ça va avec la préservation de l'objet, mais la réplique, pour l'instant, n'est pas un sujet ne peut pas être protégé au titre des monuments historiques. Je sais que c'est le débat qui revient toujours. Alors vous avez la bonne approche pour la vendre, parce qu'effectivement, de dire que le mouvement des années 80 maintenant est entré dans le patrimoine de l'histoire des Français et du rapport des Français à la mer, c'est certainement vrai. En revanche, les objets qui en découlent et ces répliques-là, elles ne peuvent pas encore être protégées au titre des monuments historiques. Quant à la question du patrimoine immatériel, là, il faudrait la poser à d'autres personnes que moi qui m'occupent vraiment d'objets et de transmission. Oui, ça c'est le charme du ministère de la Culture. Moi, j'y suis rentré assez tard. Je suis rentré comme conservateur dans la filière scientifique et technique, qui était la dernière, et j'ai découvert effectivement, il y a les conservateurs de musées, les conservateurs de MH, les archives, les archéologues et les ethnologues qui font du PCI. Et c'est l'intérêt, le ministère de la Culture a justement nommé quelqu'un qui s'appelle David Liot pour un peu mutualiser toutes ces approches et pour répondre faire un peu de pub pour une manifestation. À la fin du mois de novembre, on refera une deuxième journée sur le patrimoine maritime au musée de la Marine, précisément sur le PCI, donc patrimoine culturel immatériel, et la démarche qui a démarré. Alors c'est plutôt du côté en Normandie, à Saint-Pierre-et-Miquelon. On s'est dit, bon, est-ce qu'on peut avoir une approche un peu plus intégrée de la protection, de l'inventaire des savoirs liés à la charpenterie de marine, parce qu'il y a des gens comme Eric Ritt qui travaillent depuis longtemps sur le sujet. Donc on fera une journée un peu à la fois d'inventaire de ce qui est déjà classé, ce qui est en cours de classement, et puis de se dire est-ce qu'on pourrait avoir une approche L'inventaire a été régionalisé, donc c'est vrai que le service qui portait le plus le maritime au ministère de la Culture, moi j'ai connu Marc Pabois qui s'occupait des phares, c'était le service de l'inventaire, donc plutôt les ethnos. Et la mer est arrivée comme ça au ministère.
Donc voilà, il y a tout à fait les moyens aujourd'hui de retrouver cette démarche-là, mais il faut déjà effectivement être conscient qu'il y a des endroits où on va classer les savoirs maritimes au PCI, d'autres moins. Suzanne a dit qu'il y avait différentes approches, des critères, des choses comme ça. Pour avoir fait toutes les commissions régionales pour classer des phares, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même aussi des sérieuses variantes d'approche, presque de philosophie, entre la commission de Pays de la Loire ou la commission bretonne ou la commission des Hauts-de-France, que selon la sensibilité maritime des commissions, on peut avoir un même objet ou une même pratique qui va être opérée, préservée ou pas. Voilà, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Qu'est-ce que je voulais... Oui, sur la valeur d'usage, puisque là on s'accorde tous à dire qu'un bateau doit naviguer pour être entretenu, c'est vraiment la philosophie des monuments historiques. Si on compare par exemple avec les services des musées, nous c'est notre métier en fait, c'est de faire en sorte que la valeur patrimoniale puisse s'articuler avec la valeur d'usage du bateau, avec tous les ajustements que ça comporte parfois, qui peut-être pour certains ne vont pas assez loin, mais qui permettent quand même d'avoir des monuments historiques comme Pendouixis qui continuent à faire des courses autour du monde. Donc c'est notre travail au quotidien. Et quant à la réplique, je pense qu'en fait, c'est une question qui a 2000 ans, la question de la matérialité, la barque de Thésée dont on parlait plus tard, qu'une fois qu'un bateau n'a plus un seul bordé d'origine, est-ce que c'est toujours le même bateau que celui qu'on avait protégé ? Voilà, bon, alors là, encore... c'est une question qui a 2000 ans. Je pense que la philosophie des monuments historiques, c'est de continuer à transmettre un objet qui a toujours été transmis. Je pense que s'il a toujours été entretenu, s'il a toujours été conservé, alors il est authentique. Et le problème de la réplique, c'est celui-là, c'est qu'à un moment, c'est un objet qu'on a abandonné, qu'on a laissé périr et qu'ensuite on a ressuscité. Mais il y a une forme de résurrection un peu artificielle qui, pour l'instant, ne permet pas d'en faire un objet authentique transmis au titre des monuments historiques. Ouais. Et les bateaux ont une âme. Delphine. Alors moi, je voulais juste vous faire part d'un constat. Un constat, parce que ça fait pas mal de temps qu'on réfléchit un petit peu à plusieurs associations. Tu parlais de notre petite fédération locale, mais ça s'étend sur tous les territoires, je pense. Un constat simple, hein. Quand on regarde les chiffres, qui sont les propriétaires de bateaux traditionnels ? On est, si je ne me trompe, Camille, sur les fêtes de Douarn, à peu près 93% de bateaux qui sont donc, dont les propriétaires sont soit des particuliers, soit des petites associations. Et on va avoir des bateaux qui ont une exploitation commerciale pour un très faible pourcentage. La semaine du Golfe, je ne vous parle pas, on monte à 98%, je crois, de différence. Vous imaginez bien que nous, petits propriétaires navigants, de bateaux traditionnels, ça fait rêver quand on vous entend hein, là des listings, des machins, des bidules pour nous aider, c'est chouette. Hein. Par contre, comment on trouve vous parliez d'adaptation, de flexibilité. Comment on fait avec nos engins qui se détériorent à une vitesse grand V, pour trouver des savoir-faire qui, de toute façon, ne sont pas reconnus. À ma connaissance, il n'y a pas de formation de gréeur, de mateloteur. On a réussi ici à inscrire pour la première fois un mateloteur à la Chambre des métiers. C'est le premier en France. Comment on fait, lorsque vous dites que vous devez vous assurer en fait, des savoir-faire, etc., que ça doit passer par des professionnels, alors qu'en fait, plus de 90% de la flotte est entretenue de manière bénévole, avec des savoir-faire qui se refilent de fil en aiguille, c'en est un peu pareil pour la nave. Hein. Je sais pas, moi je me dis navigante, mais je suis navigante bénévole, hein, sur des vieux gréements, aucun diplôme. Hein. Ce ne sont que du savoir-faire qui est transmis par les anciens, qui dure un temps, qui se répercute de génération en génération, qui n'est absolument pas encadré à l'heure actuelle, si je puis me permettre, dans la totalité par nos institutions, qui n'est même pas reconnu. Et vous, en termes de... ce serait sympa, hein, l'idée serait sympa de tout classer, d'avoir le beau listing et tout. Mais comment on fait pour être au four et au moulin, en fait, et pour être reconnu sur nos savoir-faire qui sont complètement bénévoles? Suzanne. Parce que pour moi, ils sont là. Hein. Les savoir-faire, c'est, comme tu dis, comme vous parliez tout à l'heure, les petits retraités qui ont œuvré toute leur carrière et qui aimeraient bien aider et qui ne peuvent pas aider parce que c'est pas reconnu. C'est un peu dur.
Oui, ce que je pense, lorsqu'on a nos bateaux, il y a des donations. Et donc, souvent, ce sont des propriétaires qui ne peuvent plus, ils n'ont plus l'âge, bon, ils vieillissent, des bateaux des fois compliqués. Et en fait, on crée des équipes et on les intègre dans ces équipes pour qu'ils transmettent leur savoir-faire sur la mise en œuvre du bateau. Et donc, oui, mais enfin bon, pour les marins, c'est pas, si vous voulez, si vous avez un bateau qui navigue, c'est, je dirais, le temps passe, les gens arrivent, ils prennent les habitudes des autres. Bon, c'est, bon, enfin, je dirais dans la marine, mais j'ai toujours connu ça, donc ça me choque pas. Là, par exemple, où je vous rejoins, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est dans le fameux bateau qui est une barque chalutière que l'on est en train de restaurer à Douarnenez. Bon, avec le chantier Tanguy, on est en train de prospecter, de savoir où est-ce qu'on va trouver des marins, je dirais, pour nous déniaiser sur la mise en œuvre de ce bateau. C'est le bateau physique, le bateau de travail, c'est pas, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Et donc, votre question est tout à fait pertinente et je pense que c'est peut-être entre nous de faire en sorte que l'on arrive à... Oui, mais c'est ça, mais c'est vrai. Non, et c'est vrai, mais par exemple, bon, on a appris à godiller entre nous. Bon, je veux dire, bon, c'est pas... c'est-à-dire que bon, on peut toujours se dire que nous en sommes les garants, ce qui nous donne une certaine fierté dans ce qu'on fait. On arrive à la fin, Suzanne. Est-ce que tu veux... Non, tu veux pas... Non. Non, pour répondre à Delphine, tu as quand même... l'approche ethnographique et la protection suppose la connaissance d'abord. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de ce que tu appelles peut-être de la mise en case, en listing, tout ça. Ça n'a aucun sens si en amont, il n'y a pas un travail de connaissance. Et en l'occurrence, pour tout ce que tu cites, c'est vraiment le travail d'ethno, de sociologues, de gens qui... Il y a l'Ethnopole en Normandie qui travaille beaucoup sur cette question-là. On a beaucoup travaillé sur les métiers du port. Savoir comment, même aujourd'hui, savoir comment tu accroches un conteneur dans un bateau, c'est un savoir-faire aussi. Donc, tu as quand même l'étude des savoir-faire, c'est quand même une discipline qui existe à travers l'ethnographie depuis un petit moment. On arrive au terme de cette première mi-temps. On vous remercie de votre présence. On remercie on peut peut-être applaudir nos 3 intervenants. Voilà. Ça se réchauffe. Et puis donc, on poursuit. Ah, merci. Non, j'allais répondre sur les bateaux, parce que, pour juste une anecdote pour terminer, longtemps j'étais le champion de l'identification des phares. Mes copains m'envoyaient des photos de phares en me disant « là, je suis où ?» Et ben maintenant j'ai Google Lens, donc ils n'ont même plus besoin de m'envoyer les photos, et ça marche. Enfin, parfois il y a des erreurs, mais c'est redoutable. Je ne sais pas si Google Lens marque pour les... Et le problème, c'est que c'est encore Google. Bon voilà, ça c'était pour l'anecdote. Alors je ne sais pas comment ça se passe, Camille, quelqu'un peut nous dire la répartition ou nous présenter les 2 ateliers et comment ça va se répartir harmonieusement. Du coup, effectivement, il y aura un petit temps là pendant une demi-heure où on vous invite à vous retrouver juste ici pour un moment convivial pour suivre les discussions autour d'un bon café. Et ensuite, les 2 ateliers débuteront dans les 2 salles qui sont juste sur les 2 ailes. Donc, le premier avec Marie Dotzenberg ici présente et le second avec notre président Camille Gontier. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à déjà partager ce moment convivial. Et je profite aussi juste pour vous annoncer que les Oldgaffers qui nous accueillent aujourd'hui nous accueilleront aussi après, à l'issue de cette journée, pour un traditionnel PPVR au sein de leur magnifique tour. Donc voilà, vous n'hésitez pas, pour celles et ceux qui peuvent rester à nos côtés encore quelques instants, à en profiter.